L'invité de ce Smart Impact, c'est Mickaël Roguet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Escuna. Alors, il y a plusieurs histoires à raconter, mais on va déjà poser le décor. C'est quoi, une ferme familiale qui est dans le nord, à Erquinghem-Lys, pour être précis. Comment vous l'avez transformé? Qu'est-ce que c'est devenu? Oui, alors effectivement, c'est une ferme familiale qu'on a achetée. C'est vraiment un projet de famille dans le prolongement de nos engagements avec ma femme sur les enjeux environnementaux. Ouais. Et on l'a racheté. C'est une ferme qu'on a achetée il y a 2 ans, qui n'était plus en activité depuis une trentaine d'années. Et on a décidé d'en faire un grand lieu de refuge pour la biodiversité, en plus de notre domicile, et aussi d'en faire un lieu d'accueil pour le public. Alors, ça ressemble à quoi? Présentez-nous Escuna aujourd'hui. Alors, c'est une grande ferme en U dans laquelle on habite dans une partie. Il y a une partie des dépendances où on a fait un lieu d'accueil qui est hybride entre salle de séminaire, formation, gîte, etc. Et il y a 3 hectares de terre tout autour qu'on a aménagé de différentes manières. Une partie plutôt verger et une petite partie potager. Une grande partie qu'on a commencé à reboiser pour faire une forêt sur 1 hectare, une petite forêt. Et puis une partie plutôt paysagée, à visée d'agrément, avec une mare et plein d'essences florales. Et beaucoup de présence de sauvages pour laisser place à la spontanéité, à la biodiversité sauvage. Oui, évidemment, il ne faut pas que tout soit au cordeau et travaillé par l'homme. C'est quoi votre histoire professionnelle? Comment vous en êtes arrivé à faire ce choix? Ouais, alors moi, je suis ingénieur de formation en informatique électronique. J'ai bossé pendant 15 ans dans cette industrie, jusqu'à temps de quelque part me réveiller et me dire que j'avais envie de faire autre chose. Et moi, je suis un grand amoureux de la nature et de l'environnement. Je suis d'abord parti sur les enjeux de transition écologique en entreprise, où j'ai rejoint un boulanger pour monter tous les enjeux de transition écologique et accélérer les enjeux économie circulaire, avant de vraiment vouloir repartir sur les enjeux nature et construire ce projet-là. On va revenir au projet Escuna, mais vous avez créé une autre entreprise à impact qui s'appelle Chapter 2. C'est quoi l'idée, c'est quoi l'ambition? Ouais, Chapter 2, moi je l'ai créé parce qu'effectivement en partant de boulanger, je voulais prendre du temps pour construire ce projet Escuna. Et aussi je voulais garder un lien avec les entreprises. Moi je suis convaincu que les entreprises sont un levier formidable pour accompagner les nouveaux modes de consommation. Ici aussi, on est convaincu. C'est pour ça que cette émission existe. Et voilà, et ça m'a permis de garder un pas dans l'entreprise, à savoir que Chapter 2, que j'ai monté avec 2 associés, on accompagne les dirigeants sur comment reposer leur modèle d'entreprise pour intégrer pleinement les enjeux sociétaux environnementaux, en reposant l'ensemble du business model, aussi de la gouvernance, les compétences, pour vraiment construire l'évolution de leur entreprise pour intégrer pleinement ces enjeux. Parce que, je reste là-dessus, ça veut dire que si on veut intégrer ces enjeux de transformation, il faut penser global, quoi. C'est-à-dire c'est dans toute la sphère de l'entreprise, c'est pas seulement un levier d'un côté ou de l'autre. Nous, on appelle ça la transformation systémique, effectivement. Une entreprise, c'est pas qu'un business model, c'est plein de choses qui constituent. C'est des individus, c'est une dynamique individuelle et collective, c'est une culture de la performance de l'entreprise, c'est un triptyque compétences, outils, process. Et pour nous, effectivement, pour qu'une transformation réussisse vraiment pleinement et soit intégrée pour de vrai dans l'entreprise, il faut réussir à revoir l'entreprise dans sa globalité. Oui, mais il y a peut-être des leviers plus efficaces que d'autres. La politique des achats, par exemple, on dit souvent que c'est un levier de transformation très, très important. Peut-être l'un des plus simples, enfin je mets des guillemets à simple, à activer. Effectivement, notamment dans le cadre de la grande distribution, le levier des achats, c'est le levier principal. Donc, moi, chez Boulanger, par exemple, quand j'y étais, 95% de l'empreinte environnementale de l'entreprise est liée aux produits qui sont vendus. Donc effectivement, le gros impact va sur la partie achat des produits. Alors on revient à ce projet Escuna. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Escuna? Escuna, ça veut dire, c'est la contraction de espace, culture, nature. Comment on relie la culture et la nature. Comment vous l'avez pensé, réalisé? Vous nous l'avez décrit tout à l'heure, mais on ne s'improvise pas spécialiste de l'environnement, de la biodiversité. Comment vous avez choisi les espèces, les arbres, tout ce que vous avez mis en place et planté? Donc déjà, moi, j'ai passé 1 an de formation en permaculture. Et ensuite, je me suis fait accompagner notamment par différentes associations locales, notamment une qui s'appelle les Jardins du Cygne, qui œuvre pour la reforestation dans les Hauts-de-France.
et qui effectivement m'a conseillé pour avoir une forêt qui soit vraiment la plus accueillante pour la biodiversité, de diversifier le plus possible avec le maximum d'essences locales endémiques. Donc on a pris plein d'essences différentes qui vont être à la fois des grands arbres, mais à la fois aussi des arbustes et qui vont amener différentes choses. Ça peut être de l'habitat pour des oiseaux, ça peut être des baies, ça peut être des graines. On a aussi beaucoup d'essences florales, mellifères, nectarifères. Le but, c'est de diversifier le maximum pour accueillir le maximum de biodiversité. D'ailleurs, vous n'avez pas planté tout seul, c'est ça? C'était au mois de janvier, vous en avez fait un événement un peu participatif. Oui, tout à fait. Donc, cette fameuse forêt, il y a 5000 arbres dedans maintenant, et c'est la deuxième année qu'on le réalise en chantier participatif. Et là, effectivement, 3 jours début janvier, on a invité toutes les personnes qui voulaient à participer à ce chantier. On a planté 3000 arbres sur 3 jours. Et effectivement, donc on ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait, il y avait une vingtaine, trentaine de personnes par jour et on a planté tous ensemble. D'ailleurs, c'est un jour où il a neigé, donc ça avait un côté un peu bucolique d'ailleurs. Et oui, et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues ont passé un excellent moment, à la fois faire un geste pour l'environnement et à la fois c'était vraiment un moment extraordinaire. Alors vous avez démarré le projet il y a combien de temps? On l'a démarré il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans. Est-ce que vous commencez à voir les effets sur la biodiversité ou est-ce que c'est trop tôt? Oui, on le voit déjà. Rien que l'été dernier par rapport à l'été d'avant, on a vu effectivement beaucoup de papillons revenir, de coccinelles. On a installé une petite mare, ça fait venir des populations qui ont besoin d'un écosystème aquatique, notamment des libellules, etc., des abeilles, etc. Donc oui, on commence vraiment à le voir, à le sentir. Globalement, quand on crée un écosystème qui est favorable pour la biodiversité, elle revient toute seule. Et assez vite, quoi. Assez vite, et quelque part, c'est un côté assez magique. Mais alors, vous êtes entouré quoi, de champs, d'agriculture quel type d'agriculture? Enfin voilà, vous imaginez les questions. Il faudrait voir la photo du ciel, mais effectivement, tout autour, c'est beaucoup de champs, plutôt en monoculture, plutôt en agriculture conventionnelle. Donc on n'a pas un terrain tout autour qui favorise la biodiversité. Donc quelque part, c'est aussi pour ça qu'on est tombé sur cette ferme et on est tombé amoureux. On s'est dit, mais ça va être l'occasion de créer ce refuge autour d'endroits qui ne sont pas propices à ça, quoi. Comment ils vous regardent, vos voisins agriculteurs? Parce que les agriculteurs, c'est un vrai paradoxe. Ils sont à chaque fois à la fois en première ligne face au changement climatique et ils le subissent. Ils subissent aussi les effets sanitaires de certains produits qu'ils utilisent. Et puis en même temps, ils disent il y a trop de normes, c'est trop compliqué, on empile les contraintes, notamment environnementales. Comment ils voient votre projet? Qu'est-ce qu'ils en disent? Globalement, j'ai plus d'encouragement que de gens qui me huent. Et en même temps, effectivement, comme vous le dites, avec toutes les difficultés qu'ils ont, c'est compliqué à leur échelle de faire avancer les choses. Cependant, on commence à impulser des changements, notamment la recréation de haies dans certains champs, etc. Oui, ça bouge évidemment aussi du côté des agriculteurs. C'est pas un modèle philanthropique, Escuna, donc l'objectif c'est de gagner de l'argent aussi? Alors, le premier lieu, c'était vraiment une vue personnelle de comment est-ce qu'on recrée un refuge sur la biodiversité et comment on crée de la pédagogie autour de ça. Et donc si effectivement... C'est aussi un lieu de séminaire, vous C'est un lieu de séminaire, donc c'est un complément de revenu. Ma grosse activité, moi, c'est Chapter 2, et ça peut être un complément de revenu, même si vraiment le premier objectif, c'est surtout le refuge. Et alors imaginons, là, une entreprise, ils nous écoutent, ils disent, tiens, c'est intéressant, on va peut-être faire notre séminaire là. Qu'est-ce qu'ils vont, au-delà de parler boulot, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme activité à faire chez vous? Alors on propose différentes activités, soit de reconnexion à la nature, donc on propose des circuits de balade dans Escuna, la découverte de toute la faune et la flore qui existent, un peu de pédagogie sur remettre un peu le rôle des insectes, des plantes sauvages dans toute notre vie, tout notre écosystème. On propose des randonnées tout autour. On peut proposer aussi d'aller servir dans le potager, de cuisiner dans la cuisine qui est dans la salle de séminaire. Et aussi, on propose des activités plutôt pour, quelque part, se mettre en action et améliorer ses compétences et repartir avec un petit bout d'Escuna chez soi, avec des initiations sur la permaculture, sur le compost,
encore une fois, apprendre comment fonctionnent les interactions entre les insectes, les mauvaises herbes qu'on appelle, qui sont plutôt utiles d'un point de vue sauvage et biodiversité. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qu'on peut proposer. Ouais. Tiens, une question beaucoup plus générale sur ces enjeux de restauration de la biodiversité ou de la reforestation, parce que c'est aussi ça le projet Escuna. Ouais. Les Hauts-de-France, le département, la région, pardon, où vous êtes basé, elle est plutôt bien lotie, mal lotie en la matière? Non, par rapport au reste de la France, on est plutôt mal lotis. La France, globalement, le territoire est couvert à 33% de forêt. Les Hauts-de-France, on est à 15%. Donc on est l'une des régions les moins boisées de France. Et ce fut pas le cas. Hein. Au Moyen-Âge, on était une région très boisée. Ouais. Mais avec tout ce qui s'est passé sur l'urbanisation, l'agriculture, aussi les deux guerres mondiales ont fait que ça a décimé une très grande partie des forêts. Ça se voit sur, par exemple, la population d'insectes qui a fortement baissé. Il y a des chiffres là-dessus? Oui, là pareil, on dit qu'on a à peu près en 30 ans, on a eu une baisse de 80% des populations d'insectes. Donc c'est énorme et c'est palpable, effectivement, on le voit et on le sent. Merci beaucoup, Mickaël Roguet. Bon vent à Escuna, bon retour dans le Nord. On passe à notre débat, le rôle majeur de la communication et des imaginaires pour accélérer la transition.